Bonsoir à tous. Là, il y a eu une présentation tout à l'heure d'un laboratoire qui, petit à petit, va faire du business en créant une entreprise et en essaimant. Là, on va faire le contrepoint avec une entreprise qui a besoin de faire de la recherche. Et comment on peut faire pour faire de la recherche. Donc le sujet, là, c'est stratégie de développement en robotique humanoïde, en lien avec les perspectives du marché grand public. C'est une problématique particulière et que je voudrais vous présenter en 2 ou 3 slides, assez simplement. Faire des robots grand public, c'est un truc de petites entreprises. Premier élément à avoir à l'esprit. Pourquoi ? Bien sûr, quand on fait du grand public, on fait des gros volumes, donc on imagine tous, on fait de la robustesse, on n'a pas envie d'avoir des robots qui sont tout le temps cassés, qui reviennent, donc il y a des problématiques liées à ça. Mais on est encore sur un marché balbutiant, c'est un marché émergent, c'est un marché de niche, c'est pas possible de rentabiliser une grande entreprise là-dedans. On est sur des phases exploratoires, on est dans l'explosion darwinienne, avec plein d'équipes partout dans le monde qui explorent plein de solutions. On est vraiment dans l'explosion darwinienne. Ça veut dire qu'il faut accompagner ça, suivre, laisser tomber des pistes. Il faut un grand jeu de jambes, une grande réactivité, pas tellement compatible avec des grandes entreprises. Et puis surtout, il y a des énormes incertitudes de marché, de solutions, de timing. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement incompatible avec la bourse et avec les analystes financiers. Ça veut dire que les grandes entreprises ne peuvent pas vraiment se lancer sur ces sujets et sur ces marchés de la robotique. C'est vraiment un truc de PME, voire même de passionnés mal payés qui y passent leur nuit, leur week-end. C'est vraiment un truc de start-up. Je prends l'exemple type que vous avez probablement à l'esprit, Sony, qui a été un des pionniers à faire de la robotique grand public. Et bien, vous savez quoi ? Dès qu'il y a eu le moindre coup de Trafalgar sur les marchés économiques ou sur leur cœur de business, que sont les téléviseurs ou les consoles, immédiatement, ils ont arrêté la robotique et ils ont arrêté tout le reste pour se concentrer sur le cœur de leur business, ce qui est absolument normal d'une grande entreprise cotée en bourse et ce qui est absolument incompatible avec l'exploration de ce type de marché. Il s'est passé la même chose avec Philips d'ailleurs et avec d'autres. Voilà. Donc le sujet, c'est un truc de PME, c'est un truc de start-up, et pourtant on a besoin de science, de vraies sciences dures. Parce que si vous voulez qu'un robot marche, se déplace sur un environnement incertain, qu'il évite des obstacles, vous avez eu tout ce séminaire et tous les cours de Jean-Paul pour voir que derrière tout ça, il y a besoin de l'algorithmique, derrière tout ça, il y a besoin de vraies sciences. Et d'habitude, les startups ne font pas de science. Les startups, c'est plutôt basé sur de la bidouille, c'est plutôt basé sur des bonnes idées. En général, c'est même basé sur une idée. En général, une startup, c'est une idée, une bonne idée, et on en fait un business, on se focalise là-dessus, on va jusqu'au bout, surtout pas trop de choses à la fois. Et quand on veut faire de la robotique humanoïde, c'est 250 technologies, 250 problématiques, c'est de la science fondamentale, donc c'est pas tellement compatible avec les habitudes de fonctionnement, de recherche dans les petites entreprises. Donc voilà, notre problématique, c'est ça. Comment on fait pour réussir à la fois à faire de la recherche, de la science, et à la fois explorer ces nouveaux marchés? Alors, c'est là-dedans que s'est lancé Aldébaran, l'entreprise qui fait Nao. Du coup, je vais pouvoir en parler un tout petit peu. Et puis, je vais en profiter pour vous montrer l'intérêt pour notre pays d'exceller dans ce nouveau domaine. La robotique, c'est un secteur industriel qui est en émergence. Vous allez voir le type de débouchés qu'on va avoir, le nombre de millions de robots et de millions d'emplois qu'il y aura à la clé, et qui devraient normalement être en France. Enfin bon, l'histoire nous a montré que ça ne se passait pas toujours comme ça pourrait. En gros, je vais avoir 4 parties dans ce que je vais dire. D'abord, quelques perspectives pour que vous mesuriez ce que peut être la robotique et ce que ça peut apporter. Après, pourquoi humanoïde, au passage. Les difficultés spécifiques, j'insisterai un peu plus là-dessus. Il y aura plein de vidéos pour illustrer quelques problématiques bien particulières. Et puis, la stratégie et les conséquences, la stratégie qu'on en a tirée. Alors, Aldébaran, sa mission, c'est de faire des robots pour aider les gens. Voilà. Fondamentalement, ce n'est pas de faire des robots pour se faire plaisir, ce n'est pas de faire des robots uniquement pour faire des prototypes, c'est faire des robots pour aider les gens. Donc, qui vont être avec tout le monde, qui vont être dans la vie de tous les jours, qui vont contribuer. Alors, d'abord, est-ce que c'est un rêve? Parce que ça a un côté un peu prétentieux. Qu'est-ce qu'il veut nous faire avec des robots qui vont aider les gens? Donc, je vais vous montrer un petit film que certains ont peut-être déjà vu, qui illustre ça. Excusez-moi, c'est en anglais, mais... Mateo is 10 years old. The most heartbreaking thing for me to watch is the fact that he can't communicate. He doesn't say, "Mom, how are you today?" or "This is what I did today." He thinks he's telling you, and he doesn't understand why you're not getting what he's saying. That is heartbreaking. Mateo, how you doing? You okay?
Lisa Delpreet's son, Mateo, has autism, a developmental disability that impairs social development, affecting 1 in every 100 children in this country. The University of Notre Dame is working to break down the communication barriers associated with this complex disorder through the innovative use of robots in clinical therapy. Hi, Mateo. How are you today? The purpose of using interactive robots is to provide a motivation for the children with autism because they tend to have this intrinsic interest in technology. Shoot in there, Mateo. What'd you do? Our hope is that these robots will help simplify social interactions so that children with autism can pick up on these social cues, emotional cues that we just understand naturally. You like her? Good. I'm glad. I don't think I'd be as strong. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout à cause de l'anglais, mais pour ceux qui ont pu percevoir l'ensemble, les enfants autistes ont un cerveau mal formé, ne peuvent pas interagir ou difficilement avec les personnes. Ce qui est un énorme problème. Moi, j'ai vu un enfant autiste tout seul jouer dans une pièce, il y avait un film, il n'y avait personne autour de lui, et dès que quelqu'un rentre dans la pièce dans laquelle il était, tac, il a les deux yeux qui divergent. Il ne peut pas interagir avec des personnes, et donc ça lui crée des difficultés. Le fondement, un des fondements, enfin, une des hypothèses, c'est que quand on communique ensemble, on analyse des tas d'informations. Je vois vos sourcils, je vois votre visage, je vois tout votre body language, je vois votre attention, je comprends vos interrogations. Mais pendant ce temps, il y a du bruit de la ventilation, il y a une voiture qui passe dehors, tout ça, ça fait du bruit. Mais on évacue tout ça. Notre cerveau est capable de se focaliser sur la communication principale. Chez les enfants autistes, il semblerait qu'ils n'aient pas ces filtres, qu'ils n'aient pas cette capacité de se focaliser, et toutes les informations qui arrivent tout autour arrivent tout en même temps, au même niveau. Le monsieur qui bouge son bras pendant que l'autre, etc., pendant que l'autre interagit, pendant que l'autre fronce le sourcil, tout ça arrive en même temps, et depuis qu'ils sont tout bébés. Et c'est très douloureux, et donc petit à petit, ils évacuent ça. Il se trouve que les robots ont un mode de communication beaucoup plus simpliste, beaucoup plus prédictible, beaucoup plus ritualisé, toujours la même chose. Et donc les enfants autistes ont une simplicité, une facilité d'accès à la technologie et d'interagir avec la technologie. Bon sang, mais est-ce qu'on n'aurait pas une espèce de trait d'union ? Nous, on peut interagir et comprendre le robot d'une certaine façon, le piloter, et lui, il peut interagir avec l'enfant. Et du coup, on a des expérimentations qui sont faites, qui sont très prometteuses, genre, les enfants autistes ont différents degrés d'autisme, ils ont quand même des profs qui leur enseignent des choses, mais c'est très laborieux, c'est très répétitif. Touche ton nez, oui c'est bien, touche ton nez, non ça c'est ton front, touche ton nez, oui c'est bien, pendant des heures. Et puis il lève la main droite, la main gauche, etc., etc. Et là, le robot peut devenir un assistant de l'éducateur et se mettre à apporter des solutions qu'on ne pouvait pas avoir autrement. Voilà, c'est des choses qui sont en train d'être explorées et qui marchent plutôt bien pour le moment, avec des enfants qui retrouvent une simplicité, du coup un plaisir, des parents qui sont satisfaits. Voilà, il y a une dimension qui est en train d'arriver grâce aux robots du type de Nao. Quelques autres exemples pour illustrer le problème de solitude. Vague de chaleur 2003, souvenez-vous, 70 000 morts en Europe. Qu'est-ce qui manquait? Très souvent, pas grand-chose. Attention, il faut boire, il fait trop chaud, la température, ou si quelqu'un a un problème, tombe, vite prévenir un call center en disant il y a quelque chose à faire parce qu'il y a une personne qui est tombée. Donc, des choses simples qui sont accessibles à des robots, et on espère bien que la prochaine vague de chaleur, qu'on espère la plus tard possible, mais bon, il semblerait que ce soit de plus en plus fréquent, qu'on n'ait pas de problème et que les robots passent des coups de fil, préviennent des call centers et puis qu'on évite des problématiques. C'est accessible. J'ai la même chose avec des choses beaucoup plus simples. J'ai découvert que chaque année, 30 à 60% des personnes de plus de 80 ans font une chute et que dans 10 à 20% des cas, ils en sortent blessés, hospitalisés, voire ils décèdent. Ce n'est pas très compliqué de détecter si quelqu'un est tombé. Les robots peuvent apporter, tirer des sonnettes d'alarme, faire venir des gens, faire intervenir des gens. Voilà, je voulais juste ces quelques premières illustrations, je vais aller un peu plus loin, pour dire, contrairement à ce qu'on imagine, avoir des robots qui aident les gens, ce n'est pas forcément un truc qui demande d'avoir des robots intelligents, des robots agiles, des robots... non, il y a déjà des choses qui sont très utiles, très concrètes, très pragmatiques, à très court terme, avec les robots qu'on est capable de faire. Donc, c'est en train d'arriver. Évidemment, il y a un sujet clé. Il faut que les robots soient très bien acceptés. Il ne s'agit pas d'avoir une espèce de tas de ferraille qui soit dans le couloir, enfin qui soit quelque part dans la pièce et qui fasse peur à tout le monde. Il faut que les robots soient bien acceptés, ce qui amène tout un tas de problématiques. Il y a un autre sujet que je veux illustrer sur les applications de la robotique dans l'éducation.
Je vais juste citer un sujet qui m'a fasciné. La Corée est un pays qui est énormément exportateur, Corée du Sud. Pourtant, les Coréens parlent très mal anglais globalement. Le gouvernement coréen a donc décidé un programme d'enseignement d'anglais, de soutien et de formation à tous les niveaux de la population, et en particulier à travers des robots chez des jeunes enfants. Donc, utilise des robots pour enseigner l'anglais, en appoint, en assistant pour un prof d'anglais. Et ils ont découvert un truc fantastique, c'est qu'en tant qu'éducateur, le robot ne juge pas. Vous prononcez mal, il vous demande de répéter, puis il vous demande 5 fois, 10 fois, 50 fois si vous voulez. Il n'y a pas de malaise qui se crée, il n'y a pas cette notion de jugement, il y a une simplicité de relation qui fait que c'est assez efficace dans certaines situations. On se met à découvrir d'autres applications. Mais surtout, la force de la robotique, c'est pas celle-là dans l'éducation et dans l'enseignement, c'est de donner un attrait et un intérêt, remotiver des jeunes. Là, je parle plutôt des 15-20 ans, à revenir vers les sciences et les technologies. On a dans tous nos pays occidentaux, le Japon est dans la même situation, mais on a dans tous nos pays occidentaux une problématique. Alors, ce n'est pas si caractérisé que ça, mais il y a quand même une problématique de désintérêt, de gens qui choisissent moins d'aller vers des métiers scientifiques et technologiques. Ce n'est pas un désintérêt pour la science et la technologie, mais ils n'en font pas pour autant leur métier, ce qui est une problématique dans nos pays. Je ne sais pas si vous savez, mais la Chine produit, entre guillemets, 6 fois plus d'ingénieurs que l'Europe et les États-Unis. Les Chinois, d'ailleurs, nous regardent d'un air amusé en disant « Vous voulez tous un monde vert, mais un monde vert, c'est un métier d'ingénieur. C'est des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux, et vous ne faites plus d'ingénieur. C'est gentil de nous préparer notre business pour le futur. » Voilà, on a une problématique d'ingénieur. Voilà, il faut qu'on arrive à motiver des gens vers les sciences et les technologies. Il se trouve que les robots sont très très forts pour ça. Il y a eu même quelques études scientifiques pour comparer l'attrait. Les robots sont très très forts pour ça. Je veux terminer cette première partie avec juste finalement ce résumé. La robotique est un des secteurs majeurs, sera un des secteurs majeurs du XXIe siècle. J'ai repris quelques-uns des grands domaines qui sont concernés. L'éducation, j'en ai beaucoup parlé. Au passage, un robot est capable de faire une éducation personnalisée. Vous savez, l'edutainment, l'enseignement en même temps qu'on fait du ludique, vous pouvez avoir des robots qui ont des quiz, des jeux avec des enfants qui posent des questions, et puis qui se souviennent que cet enfant-là, il a parce qu'il peut reconnaître les visages et savoir, il a beaucoup plus de problèmes en calcul mental qu'en géographie. D'ailleurs, lui, il a plutôt un mode de fonctionnement kinesthésique ou visuel ou auditif, et est capable de reposer des questions de façon adaptée, personnalisée, et nous permet d'aller vers des enseignements plus personnalisés. On peut tout à fait imaginer, dans des salles de classe ou en dehors même, d'avoir des robots qui soient des aides à l'enseignement plus personnalisé pour des enfants. C'est la partie éducation. On a parlé beaucoup d'aide à la personne, je ne vais pas revenir dessus. Surveillance des biens, des locaux, on imagine. Domotique. Domotique, alors c'est un affreux mot, donc il ne faut surtout pas en parler, parce que comme ça fait 30 ans qu'on en parle et qu'il ne se passe pas grand-chose, entre guillemets, c'est devenu un gros mot. Mais tous les fournisseurs et tous les équipementiers électroniques ont des tas d'appareils sur leurs étagères qu'ils aimeraient bien vous vendre. Le problème, c'est que le marché ne les accepte plus parce que c'est trop compliqué, parce qu'on en a ras-le-bol d'avoir 25 télécommandes à la maison, d'avoir des modes d'emploi, On a finalement une problématique d'interface entre nous et entre tous les équipements électroniques. Ces mêmes équipementiers, Schneider, le grand, General Electric et tous les autres, sont en train d'explorer pour voir si par hasard ces robots d'interaction avec les personnes ne seraient pas la bonne solution. On crée toute la complexité et on optimise l'interaction avec ces robots, puis après c'est eux qui se débrouillent par les réseaux, par tout ce qu'on veut, pour interagir avec la domotique. Et puis évidemment, toute la partie jeux vidéo, gaming, enfin cette activité de gaming, les grands comme Ubisoft ou Electronic Arts disent que le futur du jeu vidéo, c'est la robotique. On est passé dans des mondes complètement virtuels, puis on en revient un petit peu maintenant, vous voyez les Wii, etc., des appareils qui nous ramènent un peu dans le monde réel, on bouge son corps, on veut revenir dans le monde réel, et les robots sont dans cette articulation entre le monde réel et le monde virtuel. Voilà, c'est un des secteurs majeurs d'activité du XXIe siècle. Vraisemblablement, il se passera au XXIe siècle ce qui s'est passé avec la robotique, ce qui s'est passé avec l'automobile au XXe siècle, c'est-à-dire à la fois un énorme secteur d'industrie, mais en même temps un moteur pour tout un tas d'autres domaines industriels, parce que vous avez, entre les capteurs, les softwares, les logiciels, les applications, les services, la robotique va faire évoluer tout un tas de domaines. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, et quelque chose pour lequel les Français devraient être les champions. Je voudrais vous illustrer ça avec une remarque. Le jour où des robots seront capables de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire
de se rendre compte si quelqu'un a un problème, est tombé, de passer un coup de fil, d'interagir avec les systèmes électroniques de la maison, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Ce jour-là, les robots nous aideront à gagner quelques années d'autonomie avant d'aller en maison spécialisée ou d'aller en hospice. Vous imaginez comme la société va demander ça. Ce jour-là, 100%, j'exagère, mais une grande majorité des personnes âgées auront des robots d'assistance, grâce auxquels elles gagneront quelques années d'autonomie, donc toute la famille sera demandeur. La sécurité sociale, pour moi, en prendra en charge une partie. Ça fait des dizaines de millions de robots qui seront vendus, ça fait des millions d'emplois à la clé qui seront créés. C'est quelque chose qui est en train de se passer. C'est maintenant que les bases sont en train de s'établir. Alors, sur les aspects scientifiques, technologiques et d'entreprise, c'est en train de se passer maintenant. Et ça concerne quoi? Ça concerne un mix de compétences qui regroupe le logiciel. Il faut être bon en logiciel. On est bon en logiciel en France. Ça concerne les aspects conceptuels. Il y a beaucoup de sciences, de concepts, d'algorithmique derrière tout ça. On est plutôt bon dans ces domaines également en France. Ça concerne de la mécanique de pointe. On ne sait pas trop mal faire en aéronautique, en automobile. Ça concerne des applications, des usages. Finalement, ça concerne un mix de compétences dans lesquelles les Français ne sont pas mauvais. Donc pour moi, on va avoir des millions d'emplois créés dans la robotique dans les années qui viennent. Ça devrait se passer en France. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte tous ensemble pour créer des filières et qu'on booste ça en France. Mais ça peut vraiment se passer en France. Peut-être le couple franco-allemand aussi qui n'est pas mauvais dans ces domaines-là. Mais ça devrait être chez nous. Mais comme on sait qu'on a raté plusieurs coches dans le passé, il faut qu'on évite de rater celui-là. Pourquoi des robots humanoïdes? Vous l'avez compris à travers ce que j'ai déjà dit. Le sujet clé, c'est l'interaction avec les personnes et l'acceptabilité. C'est ça les points clés de la robotique. Ça ne sert à rien d'avoir un robot qui n'est utilisé que par les passionnés de technologie, par les ingénieurs, les programmeurs, les geeks, comme on dit. Ce qu'on veut, c'est que chacun puisse l'utiliser et que ce soit le robot qui soit adapté à nous. Au passage, nos appartements sont faits pour des hommes, donc ce serait plutôt mieux si les robots s'adaptaient à nos appartements plutôt qu'on demande d'adapter nos appartements aux robots. Voilà. Et bien sûr, on a exploré plein de formes pour les robots. Voilà, ça c'est tout un tas de robots qui existent. Alors, il y en a des militaires, il y en a qui ne sont pas militaires, il y en a qui sont ludiques, il y en a qui sont des plateformes de recherche. Ce n'est pas vraiment avec ça qu'on a envie d'interagir quand même. Ce n'est pas naturel. Alors quand on va chercher dans différents domaines des gens qui ont déjà exploré les formes des personnages, les formes des objets avec lesquels on a envie d'interagir, pardon, on tombe sur le monde du dessin animé qui nous enseigne que les formes de l'enfance, ça marche quand même bien. Avec des grosses têtes, des yeux surdimensionnés, plutôt placés bas sur le visage, des membres courts et trapus. Finalement, toutes les formes de l'enfance nous génèrent des affects positifs immédiatement. Donc si on fait des robots qui ont ce genre de forme, ils sont tout de suite beaucoup plus facilement acceptables. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des robots humanoïdes qui de plus en plus vont vers ces formes de robots compagnons et des formes de l'enfance. Alors quand je vous dis ça, on dit, bon, ben, on est tous d'accord, tout le monde a envie d'en faire, donc tout le monde est capable de faire ce genre de robots. Donc il doit y avoir des robots partout, et d'ailleurs on parle beaucoup des robots. Le problème, c'est qu'en fait, il y en a très peu. Vous ne voyez pas de robots dans la vraie vie. Vous en voyez à la télévision de temps en temps, on en voit quand même dans des conférences ou dans des shows, mais dans la vraie vie, on ne voit pas de robots. En gros, il y a deux catégories, c'est un peu ça que j'ai voulu synthétiser comme ça, mais c'est juste pour synthétiser. À droite, vous avez tout un tas de robots très performants qui sont des plateformes de recherche. Alors, tout à l'heure, on parlait du HRP2, voilà, qui est tout en haut. À droite, juste en haut à droite, on voit le Asimo de Honda. C'est une machine qui coûte $1 million à peu près. Et quand vous voulez, c'est une machine qui est très très performante, qui court, qui saute, qui interagit. Donc c'est super, mais ce n'est pas un produit. Ce n'est pas quelque chose qui est accessible. Et vous en voyez d'autres qui ne sont même pas à vendre, qui sont juste des robots de démonstration. Il y a les trompettistes de Toyota. Voilà. Donc vous trouvez toute une catégorie de robots très sophistiqués qui permettent de faire des choses, mais qui ne sont pas accessibles. Puis à gauche, vous trouvez dans l'autre cercle des robots qui sont plutôt ludiques, ça c'est plutôt du jouet, mais ceux-là, ils ne sont pas assez performants, on ne peut pas vraiment interagir avec, on ne peut pas vraiment les programmer, ils sont beaucoup trop petits. Finalement, il y a très peu de robots qui soient à la fois accessibles, à la fois performants et à la fois suffisamment ouverts et puissants pour qu'on aille plus loin. Donc c'est un peu ça le créneau qu'on a choisi. Mais le constat, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Et pourquoi? C'est une question de complexité. Là, c'est juste une illustration, c'est Honda. Honda qui a commencé à faire ces robots, 1986. Voilà, en 2012, ils ont le Asimo à droite. Ils ont dû dépenser 300 ou 400 millions de dollars de recherche. Donc c'est de la recherche fondamentale, c'est du très très long terme. Ça n'a été possible que parce que c'est une énorme boîte comme Honda, ou que c'est des énormes laboratoires de recherche publique, soutenus sur des fonds publics, qui peuvent développer ce genre de robots. C'est très difficile à faire pour des petites boîtes. Là, je voudrais maintenant illustrer, puis je vais passer quelques vidéos pour qu'on voit mieux.
comprendre la complexité et les challenges des robots destinés au grand public. En gros, on a 4 éléments importants. On a bien sûr la robustesse, l'agilité du mouvement, il faut quand même qu'il soit agréable, qu'il puisse danser, courir, interagir. On a bien sûr des questions de prix et des questions d'interaction. Le prix, j'ai mis un petit panneau parce que ce n'est pas forcément celui auquel on pense. Le problème, c'est bien sûr qu'il soit à un prix accessible, mais la question, c'est la conséquence de ce prix accessible. C'est, si vous voulez des capteurs, un robot, il a besoin de percevoir ce qui se passe autour de lui, donc il a besoin de capteurs. Si vous voulez des capteurs pas chers, c'est qu'ils ne sont pas précis, ils sont bruités, ils ne sont pas très bons. Et donc la question, derrière le fait d'avoir un robot pas cher, c'est une question scientifique de savoir obtenir des informations précises d'un capteur qui lui-même n'est pas précis. Donc derrière le prix, il y a tout un tas de tiroirs. Ça, pour illustrer la robustesse. C'est du béton, par terre. Hein. Voilà. Le jour où il va aller chez du grand public, ce robot, celui-là ou ses descendants ou ses frères, le jour où il va aller chez du grand public, il va falloir qu'il soit capable d'être dans un environnement très perturbé. Moi, dans la chambre de mes enfants, c'est un peu compliqué. Il y a des chaussettes partout, il y a des trucs, il va tomber. Donc il faut qu'il soit capable de tomber sans arrêt, sans se casser. Voilà, nos robots, on les teste. Là, c'est une seule prise pour que vous voyez bien à droite ce que ça donne. On les teste, on les fait tomber en avant, ils se jettent sur du béton, ils se relèvent, ils se jettent en arrière. Et il faut qu'ils fassent ça 3000 fois. Sinon, on considère qu'ils ne sont pas bons pour le service. L'autre, là-haut, on fait un test. Alors celui-là, il dure moins longtemps parce que le robot n'est pas fait pour ça. Et au bout d'un moment, il casse réellement. Mais voilà, c'est un robot qu'on lâche de cette hauteur. Il faut qu'il résiste à ce genre de choses. C'est des concentrés d'électronique là-dedans. Il y a des ordinateurs là-dedans. Imaginez faire ça avec votre ordinateur. Voilà. Et c'est une des problématiques de la robotique, c'est qu'on est habitué à avoir des téléviseurs, des ordinateurs, etc. On les branche, ça marche, et puis c'est costaud, et puis ça tient, et on ne comprendrait pas que notre robot, que ce soit pas pareil avec notre robot. Sauf que lui, il n'est pas du tout fait pour fonctionner dans les mêmes situations. Donc on a un défi qui est bien plus compliqué que de faire un ordinateur ou un nouvel iPad. Alors, je vais illustrer ça, parce que la robustesse, c'est autre chose. Là, ça tourne, hein, mais je l'ai fait au ralenti pour que vous voyez bien. Ça implique des tas de choses en termes de software, c'est que quand il tombe, tac, il faut qu'il se protège. Donc il faut qu'il ait des réflexes suffisants pour réagir et se préparer et se protéger. Donc la robustesse, ça commence par la robustesse physique et rapidement ça vient vers de la robustesse logicielle, vers des réflexes. C'est une première approche. Le jour où le robot sera suffisamment grand et qu'il tombera, allez, on va dire, sur votre chat ou sur un vase précieux, ça ne va pas le faire non plus. Donc non seulement il va falloir qu'il se protège, mais il va falloir qu'il fasse attention, quand il commence à tomber, de faire un pas de côté, de se débrouiller pour aller tomber ailleurs. Donc il faut qu'il ait conscience de son environnement pour éviter d'abîmer son environnement. Là, on parle juste de robustesse. Il a le même sujet, il faut qu'il ait une conscience de son corps. Là, on lui demande de lever le bras et de le mettre derrière sa tête. Mais du coup, il y arrive et puis il force. Et donc, enfin, je ne sais pas si c'est très clair. Donc, on le voit au début sur la première vidéo qui force, il essaye, puis du coup, il abîme ses moteurs, du coup, il chauffe, du coup, il se fait mal, entre guillemets. On est obligé de le doter d'une conscience des formes de son corps pour qu'il soit capable d'éviter d'interagir et de se faire mal lui-même. Là, vous voyez la façon de faire des mouvements beaucoup plus naturels. Décidément, j'arrive pas. De faire des mouvements beaucoup plus naturels. Pareil, il faut qu'il ait conscience de son corps, qu'il soit capable de garder une stabilité, qu'il soit capable de garder des postures naturelles. C'est-à-dire que quand on dit on veut que le robot soit robuste et on veut qu'un robot soit accepté par les gens, ça suppose ça. La problématique de prix, je vais l'illustrer comme celle-là. People have been curious about this for a while, so if you go back, and here's a beautiful example, to the 1920s, a young scientist by the name of Asa Schaefer asked a friend, could you put on a blindfold? I'm going to take you to the edge of a field. And he said, what I'd like you to do donc il demande à quelqu'un is de walk bander across les this yeux et de field marcher in tout droit. a straight Tout droit, line. Just indéfiniment, stay sans as s'arrêter, straight marche tout on droit, tout course droit, tout as droit. you C'est possibly tout ce que tu as à can. faire. So, the man headed off, and here is Asa's map of what happened next. The man starts to walk, and his route, as you see here, begins to tilt ever so slightly to the right,
We're going to speed this up just a bit. Notice that the blindfolded man now starts to turn dramatically, taking him back to the road where he started from, and then across the road, and then around again, and then back again, and around again, and increasingly he's moving in smaller curls until finally he hits a tree and stops. All the while, he thought he was walking in a perfectly straight line. Strange? Well, there are many studies just like this. From 1928, here are 3 people who leave a barn on a very foggy day, and what they want to do is go to a point about a half mile away. Here's what happened, the map version. The barn is here. The destination is here. Now watch this. Off they go. They think they're walking straight, but instead what they actually do is they start to turn and turn and turn and end up, weirdly, back at the very place where they started, the barn. This experiment... Bon, je ne veux pas aller plus loin, mais ça, c'est des expériences réelles qu'on accepte chez nous, chez les hommes, parce que finalement, on s'y est habitué, finalement, c'est pas grave, et qu'on n'accepte pas chez les robots. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui disent « J'ai un problème, c'est que quand je lui demande de marcher tout droit au robot, il tourne. » Je dis « Bah ouais, toi aussi, vas-y, ferme les yeux, marche tout droit, tu vas voir, tu tournes toi aussi. » Et en fait, il y a des choses qu'on n'accepte pas chez les robots parce qu'on considère qu'ils ne marchent pas bien. Et donc, ça nous amène à, derrière ça, à boucler. Ça nous amène à dire, en fait, quand nous, on veut marcher tout droit, on marche tout droit parce qu'on regarde un point, on fixe un point, où on a un coup d'œil, une saccade oculaire, on a un point qui est repéré, et puis on se positionne par rapport à ça. Mais ça nous oblige à faire la même chose avec nos robots. Si on a envie d'avoir des robots pas chers, c'est-à-dire avec des mécaniques imprécises, avec des capteurs imprécis, des capteurs bruités, et pour autant, qui donnent des réponses correctes et qu'ils aillent tout droit. Donc si on veut qu'un robot marche tout droit, la bonne façon de faire n'est pas d'enlever tout le jeu dans les engrenages, de mettre des moteurs très précis, de mettre des capteurs. Non, la bonne façon, c'est au contraire de mettre les trucs les plus imprécis possibles pour que ce soit le moins cher possible, mais de rajouter une couche de science là derrière et d'algorithme pour qu'il soit capable d'avoir une boucle fermée, comme on dit, et qu'il soit capable de s'auto-contrôler en permanence et de s'auto-corriger en permanence. Voilà. Donc, quand je vous parlais de prix, quand je vous parlais de problématiques de robustesse, c'est ça que ça voulait dire. Bon, maintenant, il y a un autre challenge qui est important, qui est presque plus important, et celui-là auquel on ne s'attendait pas, nous, et puis personne, visiblement, parce que les gens n'ont pas exploré ça, c'est la communication homme-robot. Même façon que ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous parle, je sais que vous m'écoutez ou que vous ne m'écoutez pas. Je le vois quand on est en train d'interagir en bilatéral. Mais votre robot, vous ne savez pas s'il vous écoute. Vous ne savez pas si son ordinateur intérieur n'est pas complètement utilisé à aller communiquer, à aller s'occuper d'autre chose, à aller vérifier sa température, etc. Et donc, quand on fait de l'interface et de l'interaction homme-robot, il faut qu'on se mette à inventer tout un tas de codes de communication, des petits bruits, des couleurs, des gestuels. Si on ne veut pas être obligé de doter nos robots de tous les attributs des êtres humains, des sourcils, une bouche qui bouge dans tous les sens, etc., etc. Et du coup, on augmente le prix et on se retrouve avec un robot qui n'est plus accessible chez les particuliers, ou alors qui devient tellement fragile parce qu'il y a des moteurs partout que de toute façon, il va se casser. Donc, on est dans cette espèce de champ de contraintes quand on fait de la robotique humanoïde pour le grand public. On arrive à faire des choses. Hein. Non, Nao. Alors, voudrais-tu que je te raconte une histoire? Oui, Nao. Que veux-tu? Lis-moi les informations. Ok, je te lis le monde comme d'habitude. Personne n'est aveugle. Très bien. N'oublie pas que tu peux, quand tu le désires, me demander de l'aide. Voici les gros titres du monde d'aujourd'hui. For secondary school and university professors, Now is an interactive. Oui, ça après, sur l'éducation, on est sur un autre domaine. Voilà, et donc, on est obligé d'associer à un travail de mécatronicien, de software, des psychologues, des sociologues, des gens d'interaction, pour nous aider à embarquer au sein de ces robots des codes de communication.
parce qu'on veut à la fois que ce soit créer quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas ce qu'on a nous, humains, mais en même temps, on a envie que ce soit auto-explicite. On n'a pas envie que les gens soient obligés d'apprendre un bouquin, de lire un bouquin pour comprendre comment fonctionne le robot. Donc on veut quelque chose qui soit naturel, intuitif, auto-explicite, et pour autant qui est complètement artificiel. Donc voilà, si vous avez des gens dans vos relations qui sont intéressés par les sciences sociales appliquées à un robot, ça serait pas mal. Et puis le dernier élément, c'est le dialogue avec les robots, et je l'illustre comme ça. Hello there. Hi. How are you? Great, you. I'm okay. That's good. Are you good? Yes, I am good. I just said I was. No, you didn't. I said I was. So you are a robot? No, my name is Cliverbert. Yes, you are a robot and your name is Cliverbert. I am a robot. Yes, I know. Together we are robots. I'm not a robot. I'm a unicorn. But you said earlier that you were a robot. Bon, j'arrête l'expérience parce qu'après ils sortent un pistolet et ils se tirent dessus. Vous comprenez bien ce qu'on a fait, on a pris 2 systèmes de dialogue automatique de robots, on les a mis à discuter les uns avec les autres, et évidemment ça n'a aucun sens, c'est sans intérêt. Ils partent en vrille en essayant de reformuler les questions des autres, etc. C'est marrant, mais c'est en train d'évoluer, c'est un sujet qui est en train d'évoluer, parce que forcément c'est ça qu'on veut faire avec son robot. Et forcément il faut qu'on soit capable d'avoir ce genre de dialogue si on veut pouvoir s'en servir. Voilà. Accessoirement, il y a quelques problématiques scientifiques là derrière, parce que si vous voulez dialoguer avec un robot, vous ne lui parlez pas comme avec votre téléphone portable, avec Siri et avec l'iPhone, vous ne lui parlez pas à 10 cm, vous lui parlez à 2-3 mètres, à une distance naturelle, il y a du bruit, il y a de la ventilation, il y a d'autres gens autour, le robot lui-même a des moteurs et il fait du bruit, donc on est obligé de mettre en place des systèmes qui vous permettent de comprendre à distance. Donc il faut annuler l'écho, il faut annuler les bruits propres du robot, donc on a pas mal de problématiques qui sont liées à ça. Puis la problématique d'interaction se termine par celle-là, c'est il faut comprendre ce qui se passe aussi de façon visuelle. Ce que vous voyez en bas à droite, là-bas, il y a une personne qui est tombée. Vous le voyez tout de suite qu'il y a une personne qui est tombée. Mais pour un robot, il y a un tas de vêtements. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Comment savoir l'interaction? Et les personnes qui rient ou qui sont tristes, il faut comprendre aussi, puisque le dialogue ne sera pas le même. Voilà, donc faire de la robotique grand public, de la robotique humanoïde, c'est régler toutes ces problématiques que vous voyez ici. Comment on a fait Aldébaran? Quelle stratégie on a choisi? Comme on veut aller vers des robots assistants personnels, des robots dans la vie de tous les jours, et que la problématique est tellement compliquée, il y a tellement de défis à relever, qu'on a décidé de se focaliser sur quelques pistes, fournir un premier robot, Nao, que vous avez vu, qui est une plateforme d'expérimentation, qui n'est pas parfait, mais qui existe, qui permet de faire des trucs, qui n'est pas très cher. Alors, pas très cher, c'est relatif. Pour un particulier, pour le moment, c'est de l'ordre de 10 000 €, donc c'est quand même une somme importante. Mais à comparer aux centaines de milliers d'euros des autres robots, c'est pas très cher. Ça permet, et il est suffisamment robuste pour que chaque étudiant, chaque chercheur puisse s'en servir pour expérimenter. Puis il va l'abîmer, puis au bout d'un moment, il va le casser, on va le réparer, et puis on va recommencer à s'en servir. Et donc, ça permet de passer au monde réel. La différence entre les mondes virtuels, la théorie des robots, et puis la réalité d'un monde imparfait, de sols qui ne sont jamais bien droits, de bruits qui sont partout, qui perturbent tout. Donc voilà, on a choisi ça, et après, on a choisi de s'appuyer sur tout un tas de communautés, et c'est la dernière partie de ce que je voulais vous dire, pour nous aider à développer ça. Alors les communautés, c'est d'abord les communautés académiques, c'est laboratoires de recherche publics et privés, principalement, tout ce qui est université. Je vais l'illustrer un peu. Et puis après, on a la chance d'être dans un monde 2.0, comme on dit. On a la chance d'être dans le monde des communautés d'utilisateurs qui développent pour leur plaisir, qui se saisissent de problématiques de grandes entreprises pour leur plaisir et qui les aident. Vous vous souvenez quand Facebook avait décidé de se traduire en espagnol, Facebook, c'est une boîte qui vaut de l'argent, qui gagne de l'argent. Plutôt que de payer des traducteurs pour traduire leur site en espagnol, avait demandé à la communauté si par hasard, il n'y a pas des gens qui avaient envie de les aider, etc. Et tout a été fait gratuitement par la communauté des utilisateurs espagnols qui avaient envie d'avoir leur Facebook en espagnol. Et donc, on est dans un monde où des communautés de gens sont prêts à se saisir d'un sujet si ça les passionne, s'ils ont envie, si c'est cool pour eux. Voilà, et on est dans ce monde, donc on veut s'appuyer sur ces communautés. Pour le moment, ça marche plutôt pas mal, puisqu'après avoir eu beaucoup de versions de robots qui au début étaient vraiment pas stables, des infâmes bricolages, et petit à petit se sont améliorés, sont devenus de plus en plus performants, embarquer les technologies que je vous ai expliquées avant. On arrive à une plateforme stable, suffisamment robuste, pour qu'effectivement maintenant elle soit vendue un peu partout dans le monde, et donc nous permettre d'aller vers le marché des consommateurs, et c'est pour très bientôt. Je veux illustrer, oui pardon, ça a été fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ensemble,
collectivement avec un certain nombre de communautés. Et là, en particulier, je veux remercier, mettre en avant le CNRS-LAS avec Jean-Paul, je veux mettre l'INRIA avec Pierre-Brice Vibert, par exemple, et puis le CEA avec Alain Michaeli, qui sont des chercheurs qui nous ont aidés de façon remarquable. Certaines de leurs technologies, de leurs recherches personnelles sont intégrées dans le robot et le font exister. Donc je voulais le dire au passage. Je veux illustrer un tout petit peu la problématique et comment on fait pour faire la recherche avec la communauté académique. On monte des projets collaboratifs. Un projet collaboratif, c'est un projet dans lequel on définit un cadre général. Tiens, on veut travailler. Alors ici, c'était sur un robot Roméo, un robot de grande taille, le grand frère de Nao, mais suffisamment grand et puissant pour agir réellement et réellement pouvoir aider les gens, aider une personne âgée qui est tombée à se relever. Le doter de ces capacités, c'est quelque chose qui coûte très cher, et donc on monte un projet avec tout un tas de partenaires, et puis on répond à des appels d'offres des pouvoirs publics. Alors il y a différents appels d'offres des pouvoirs publics là-dessus, et si on arrive à bien monter son projet, si on arrive à bien le défendre, si on arrive à bien le vendre, on est financé. Là vous voyez, c'est un projet sur un budget de 10 millions d'euros pour lequel il y a eu pratiquement 5 millions d'euros de subventions par le gouvernement. Ça veut dire au passage que le gouvernement français ne laisse pas tomber la recherche et les projets, que quand on parle de robotique, pour tout le monde c'est un truc de japonais. En fait, les plus en avance, ce n'est pas forcément les japonais, mais le gouvernement français est là derrière pour les soutenir. Je le dis parce qu'on a toujours tendance à dire l'inverse. Donc voilà, c'est peut-être pas des montants phénoménaux, mais il y a déjà quelque chose. Mais ça reste quand même quelque chose de compliqué à monter pour des petites entreprises. Excusez-moi, je reviens là-dessus après. Ça reste compliqué, d'abord parce que des petites entreprises doivent trouver des partenaires. Monter des projets, c'est long. Et puis, il y a un faible taux de succès. Il y a des projets qui sont financés au niveau européen, au niveau français, au niveau ministère de la Recherche, au niveau ministère de l'Industrie. Mais on a des taux de succès de l'ordre de 1 à 4, 1 à 6, allez, en moyenne sur l'ensemble de ces projets. Ça veut dire que vous montez 6 projets avec toute une communauté de laboratoires de recherche, des documents à préparer, des trucs qui sont bien foutus pour essayer de convaincre des gens, et il y en a 5 sur 6 qui ne sont pas retenus et qui ne sont pas financés. Donc quand vous êtes une toute petite boîte, c'est pas très facile, vous ne trouvez pas le moyen, vous n'arrivez pas à y consacrer le temps. Alors parfois, vous arrivez, c'est ce qui apparaît sur le troisième paragraphe, vous y arrivez, mais les PME sont sur un strapontin. C'est-à-dire que c'est les grands laboratoires de recherche qui sont beaucoup plus structurés que les petites entreprises, qui montent les projets et qui disent, bah tiens, le fait d'avoir une PME dans le projet va augmenter nos chances d'être financés, parce que c'est quand même mieux, le gouvernement préfère qu'il y ait des PME qu'il n'y en ait pas, donc ça augmente les chances. Bon, du coup, il y a une PME qui est là, mais elle est plus, pas uniquement prête, non, mais elle se retrouve sur un strapontin. Donc elle est là, elle participe, elle est financée, elle reçoit de l'argent, c'est très clair. Par contre, elle n'a pas beaucoup de moyens pour influer sur le type de recherche qui seront faits dans le cadre de ces projets. Donc, c'est plus une aide financière pour les petites entreprises et une certaine visibilité qu'une véritable aide scientifique, assez souvent quand même. Et puis il y a un autre élément qui est important, c'est que très souvent les partenaires académiques, laboratoires de recherche qui se mettent ensemble pour avoir un projet collaboratif, le font autour d'un thème, mais l'objectif c'est d'être financé, de recevoir des subventions, mais après, une fois qu'on a reçu le projet, chacun fait sa recherche dans son domaine. Si on fait des robots d'interaction, on fait des robots qui vont interagir avec des personnes, c'est le sujet du travail. Il n'y a que des laboratoires de recherche qui travaillent sur l'interaction avec des personnes, entre robots et personnes, super, mais chacun fait son truc dans son coin. Donc ça n'aide pas forcément les PME derrière à en retirer quelque chose. Donc les projets collaboratifs, ce n'est pas toujours très très facile pour les petites entreprises pour les aider à faire évoluer leur recherche. Après, on a une deuxième façon, ce sont ce qu'on appelle les labos communs. Des grands laboratoires comme l'INRIA, le CNRS ou le CEA, créer des laboratoires communs entre, c'est une espèce de partenariat, une espèce de joint venture entre le CEA par exemple et puis une petite entreprise ou une entreprise dans laquelle l'entreprise paye annuellement au CEA le prix de 3 ou 4 chercheurs et a en contrepartie 3 ou 4 chercheurs à temps plein qui viennent du CEA, pilotés par le CEA, à destination de la recherche interne de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez performant, qui est assez pertinent, puisque à travers ces chercheurs qui viennent du CEA, c'est pareil avec d'autres laboratoires, on a accès à toute la base de connaissances, à tout le réseau interne du CEA, donc c'est une façon assez performante. Mais c'est une façon qui coûte assez cher, parce que du coup, la petite entreprise paye le chercheur du CEA, au prix du chercheur du CEA. Alors bien sûr, il y a tout un tas d'aides qui font ça, mais le prix du chercheur du CEA, c'est souvent 3 ou 4 fois le prix d'un salarié de l'entreprise, de la PME, qui sont en général pas très très bien payés au début. Voilà, et donc on a ce genre de situation. Donc la recherche collaborative entre des laboratoires de recherche et des PME, pour ceux qui sont dans ces domaines-là, c'est quelque chose qui n'est pas très très facile à mettre en œuvre.
Une autre façon de faire est d'aller vers la structuration d'une filière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Jean-Paul en fait partie également. C'est la filière Cap Robotique. Tiens, puisqu'il y a des millions d'emplois à la clé, il y aura un jour des millions d'emplois à la clé, le gouvernement français va forcément se rendre compte de l'importance de ce secteur. Il a déjà commencé à s'en rendre compte, mais il va forcément s'en rendre compte. Ce jour-là, il va faire comme il fait d'habitude. En France, on aime bien les champions industriels. Donc il va mettre autour de la table 3 ou 4 champions industriels, Dassault, Thales, Safran, Total peut-être, je ne sais pas qui, mettre quelques centaines de millions d'euros qui vont se répartir entre eux et on n'aura pas beaucoup avancé sur la partie robotique, création d'une filière robotique. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est si on veut que les acteurs de la robotique, qui sont forcément des PME, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ou des laboratoires de recherche, bénéficient de ces soutiens pour que ce soit eux réellement qui transforment ces marchés potentiels en réelles activités et en réelle création d'emplois, eh bien, créons un cluster de recherche, faisons-le exister suffisamment pour que le jour où le gouvernement se rendra compte qu'il faut mettre des centaines de millions d'euros, c'est là-dedans qu'ils les mettent. Voilà, c'est pour ça qu'on est parti et qu'à travers le pôle de compétitivité Cap Digital, avec le soutien de beaucoup de gens, dont la ville de Paris, dont la région Île-de-France, dont le gouvernement, on a créé ce pôle de compétitivité, ce cluster Cap Robotique. Mais comme c'est hébergé par un pôle de compétitivité, ça nous embête un peu parce que ça nous met quelques contraintes. D'abord, on est au sein de Cap Digital, c'est-à-dire les technologies du numérique. Et quand vous faites de la robotique, il y a du numérique, bien sûr. Il y a plein de software, etc. Mais il y a aussi des batteries. Il y a aussi des roues, il y a des engrenages, il y a des moteurs électriques. Ce n'est pas vraiment du numérique, tout ça. Donc ça nous crée des contraintes qui sont un peu contre-productives par rapport à un cluster sur la robotique. Et en plus de ça, les pôles de compétitivité ont une vocation régionale, alors qu'au niveau robotique, on a intérêt à s'y mettre au niveau national, parce qu'on n'est quand même pas très nombreux comme acteurs. Voilà. Et je termine par l'utilisation de ces communautés de développeurs, les passionnés de technologie qui eux-mêmes vont écrire les applications. Voilà, ce qu'on veut illustrer ici, c'est que finalement, la bonne façon de faire qu'on ait trouvé, nous, pour le moment, pour faire de la recherche, c'est de combiner des partenariats avec des laboratoires de recherche sur les parties sciences fondamentales, qui sont nécessaires, absolument nécessaires, et combiner ça avec les passionnés de technologie qui eux-mêmes explorent. Alors là, c'est une vidéo attractive pour présenter ce projet, où on a déjà un peu plus d'une centaine de gens qui développent, qui explorent, qui écrivent des applications, n'importe quoi comme application. Il y en a un qui essaye de faire en sorte que son robot puisse nourrir son chat pendant qu'il n'est pas là. Donc voilà, il a appris à attraper la boîte de KitKat et puis vérifier le truc. Il y a une japonaise qui joue de la flûte et puis qui joue de la flûte à 2 voix. Donc elle est avec un partenaire, sauf que pour s'entraîner, il n'est pas toujours là. Donc elle a programmé son robot pour qu'il fasse la 2e voix du joueur de flûte. Voilà. Les gens explorent tout un tas de trucs, on ne sait pas jusqu'où ils vont aller, on ne sait pas ce qu'ils en font. Mais c'est ça qui va nous amener cette espèce d'osmose entre une entreprise qui est au milieu et qui essaye de structurer, d'avancer tant bien que mal, des laboratoires de recherche qui ont une capacité à faire avancer la science fondamentale à mettre là-dedans, et puis des particuliers qui utilisent tout ça pour le transformer en plein de petites applications jusqu'à ce qu'on trouve les bonnes idées et les applications qui donnent envie à tout le monde d'acheter des robots. Voilà, c'est ça un peu le mix qu'on a trouvé à Aldébaran pour réussir à faire notre recherche et pour avancer nos robots. Alors, ça se traduit par ce que vous voyez
Sur la gauche, oh non, je vais plutôt. Ce que vous voyez sur la gauche ici, qui est notre App Store, évidemment, quand vous avez un robot comme un ordinateur, c'est comme un iPhone, comme un iPad, ce qui est intéressant, c'est qu'il est plein de petites applications. Donc là, vous en voyez où il lit les journaux, il écoute la radio, il change de langue. Voilà, donc il y a déjà un App Store avec, je crois qu'il y a 400 applications en ce moment qui sont en train d'être chargées par tout un tas de gens qui ont envie d'explorer ça et qui est combiné avec des systèmes d'intelligence artificielle qui vont essayer au bon moment. Intelligence artificielle, c'est un mot prétentieux pour ce que nous on fait, mais il y a une brique dans laquelle des laboratoires de recherche remplacent notre intelligence artificielle frustre et sommaire par de véritables systèmes d'intelligence artificielle, et donc où là, le robot va tout seul, en fonction de la situation du moment, en fonction des réactions de ses interlocuteurs, aller chercher certaines des applications de ses comportements pour se comporter de façon un peu naturelle. Voilà. Et puis je termine sur ce même sujet d'App Store par le fait que des entreprises s'y mettent. Ça, c'est une entreprise de la région de Bordeaux qui a programmé le jeu Puissance 4 avec un robot où il joue réellement à Puissance 4 en bougeant les pièces, en les mettant, etc. avec un gamin. Alors, ce n'est pas un jeu très drôle parce qu'il y a un algorithme qui gagne systématiquement. Donc, c'est moins drôle pour le gamin. Le gamin en face, il ne le sait pas forcément. Mais donc, on commence à avoir des entreprises qui se mettent à dire « Bon sang, mais il y aura ces millions de robots qui vont arriver. Et si moi, j'ai des applications que les gens vont pouvoir acheter, alors on retombe sur le modèle de l'App Store. Et c'est en train de se passer. Voilà, c'est comme ça qu'on est en train de faire. Pour le moment, ça a l'air de marcher à peu près. Aujourd'hui, Aldébaran, c'est un peu plus de 160 salariés. Effectivement, j'ai réactualisé les chiffres. C'est un peu plus de 160 salariés. On a des bureaux à Paris, Boston et Shanghai. On est en train d'en ouvrir un à Tokyo. On a un peu plus de 2000 robots, de 2000 Nao dans le monde. Et ça continue à s'étendre. Voilà, donc pour le moment, on a trouvé une façon de faire. Je ne sais pas si c'est la meilleure. Il y a certainement des meilleures. On a trouvé une façon de faire. Et pour le moment, elle a l'air de marcher. Voilà, je vous remercie.